ça va être Frédérique Lavallée, qui est native de Québec. Frédérique est cofondatrice d'Écobœuf et étudiante à la maîtrise en agroforesterie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son parcours académique débute à l'Université Laval dans un programme en agronomie. Au cours de ses apprentissages, Frédérique commence à se questionner sur les pratiques agricoles industrielles et à remettre en question les systèmes de production en place. C'est également pendant ces années qu'elle rencontre son conjoint, Simon, qui est natif de Dupuis, ce qui lui permet de visiter l'Abitibi pour la première fois. À la suite de l'obtention de son diplôme, elle crée son entreprise en 2019 avec son conjoint. Ensemble, ils se donnent comme mission de développer des pratiques agronomiques innovantes visant l'adaptation et la lutte au changement climatique pour assurer la pérennité de l'agriculture en milieu nordique. Donc, j'ai invité Frédérique. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci de m'avoir invité à participer au congrès puis à toute l'organisation que ça demande. Donc, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui s'intitule L'agroforesterie et la gestion de la présence intensive en rotation pour maximiser le stockage de carbone dans les élevages bovins. C'est un projet qui se fait sous la direction de Vincent Poirier, mais avec mes co-directeurs aussi David Rivet et Annie Desrochers. Donc, comme ça a été mentionné dans ma présentation, je suis étudiante, mais je suis aussi productrice agricole. Moi, quand je faisais mon bac en agronomie, je m'intéressais surtout à la production végétale. Puis ensuite, j'ai rencontré Simon, qui avait une ferme, sa famille a une ferme bovine en Abitibi. Donc, après mon bac, pendant notre bac, on s'est questionné un peu sur les systèmes agricoles actuels. Puis, avec Écobœuf, on s'est donné comme défi de produire un bœuf nourri à l'herbe carboneutre. Mais par notre côté scientifique, on voulait être assez rigoureux dans nos démarches. Donc, on a contacté Vincent Poirier à l'UQAT, qui est spécialiste du stockage de carbone dans le sol, pour aller chercher des données dans notre contexte, qui sont assez rares dans la littérature en ce moment. Donc, Écobœuf, pour nous, c'est non seulement l'occasion d'être sur le terrain, de tester des pratiques qui sont réalisables vraiment concrètement sur le terrain, de faire des expériences de diverses technologies de réduction des émissions, mais aussi de faire nos expériences à l'échelle commerciale, donc d'aller tester le potentiel de marché d'un produit à valeur environnementale ajoutée. Donc, je pense que c'est une thématique qui est revenue beaucoup pendant le congrès cet été d'agroforesterie, puis qui revient aujourd'hui encore. Je suis fière de pouvoir être autant agricultrice qu'étudiante, puis je pense que les deux peuvent amener des belles synergies. Donc, je trouve ça important de commencer ma présentation en vous partageant cet aspect de mon côté de ma carrière. Donc, maintenant, j'ai pas traduit, je m'excuse, j'ai peut-être oublié, j'ai pris ma présentation de cet été, puis j'ai oublié de traduire le titre de celle-ci. Donc, je commence en vous faisant part de ce qui a capté mon attention au début du projet d'Écobœuf, puis avant de commencer mes études en lien avec le stockage de carbone. Au Québec, il y a 9,6% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par l'agriculture. Puis, de ces émissions-là, il y a à peu près la moitié qui est directement liée aux ruminants. Donc, oui, les producteurs la production animale est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, mais avec les vastes terres que les producteurs ont, c'est possible de leur suggérer des techniques, des nouvelles techniques, puis si le sol est bien géré, ils ont un grand potentiel d'être des acteurs clés dans l'adaptation et la lutte au changement climatique. De là l'importance de tester des pratiques pour les rendre le plus accessibles. Donc, l'objectif principal de mon projet, c'est de développer des pratiques agronomiques innovantes, donc dans ce cas-ci, l'agroforesterie et la gestion intensive en rotation au pâturage, pour augmenter le stockage du carbone pour compenser les gaz à effet de serre émis par les activités d'exploitation de l'entreprise bovine. Donc, le but, c'est de vraiment aller quantifier tout le stockage de carbone qui est permis par les haies puis par la gestion en paissance continue, en paissance en rotation.
Donc, la première technique qu'on teste, vous êtes probablement très familier avec ça, fait que je vais passer rapidement. Le sylvopastoralisme, qui consiste à intégrer les arbres et la production animale dans un même système. Il y a plusieurs avantages qui ont été nommés déjà dans la présentation précédente, mais rapidement, c'est prometteur autant pour l'adaptation que pour la lutte au changement climatique grâce aux arbres qui non seulement permettent de stocker du carbone dans leur biomasse aérienne et racinaire, mais qui permettent aussi d'améliorer la fertilité, la productivité d'un système et permettent d'abriter de la biodiversité, limiter l'érosion, le lessivage. Ça favorise aussi une meilleure résilience, étant donné que ça crée un microclimat, qu'il y a moins de variations de température aussi au champ. Ça permet éventuellement une diversification du revenu pour le producteur si on intègre des haies à potentiel, des essences à potentiel qui font du bon bois commercial ou avec des essences fruitières. Et c'est bon aussi pour le bien-être animal, ça fait de l'ombre, on a des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc, permettre de l'ombre, puis ça peut même améliorer les gains de poids des bovins au pâturage. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages à intégrer cette pratique. La deuxième technique qu'on cherche à aller tester, c'est la gestion de paissance intensive en rotation. Donc, ça, c'est une paissance qui est gérée en fonction de la quantité d'herbe puis de la densité animale. On va vraiment s'assurer qu'il y ait une période plus longue entre les rotations, pour éviter que les animaux aillent rebrouter une plantule, puis que la plante doive investir toute son énergie dans la survie plutôt que dans la productivité végétale. Ça évite aussi la compaction, on voit que ça peut améliorer la structure du sol. Donc, au lieu de vraiment les laisser dans une grande parcelle où ils peuvent aller brouter comme bon leur semble, on les dirige un peu plus, mais ils sont quand même libres dans des parcelles suffisantes pour combler leurs besoins. Donc, le projet vise à comparer deux scénarios. Premièrement, le scénario de référence qui correspond à un élevage bovin moyen québécois, où la paissance est en continu, donc les animaux restent environ entre 7 et 10 jours dans la même parcelle sans être déplacés et où il n'y a pas de haies agroforestières dans leur parcelle. Puis on le compare au scénario qu'on dit amélioré, où la paissance est menée en rotation intensive, puis où il y a des haies qui bordent les deux côtés du pâturage. Donc, comme je l'ai mentionné, on a deux traitements qu'on répète 4 fois. On a aussi décidé d'implanter 3 essences d'arbres. Ça a été implanté sur la ferme de mes beaux-parents. C'était des terres qui avaient été défrichées. En Abitibi, c'est un contexte il y a une grosse dichotomie entre la foresterie et l'agriculture. C'est une région qui est quand même jeune, fait que ça a été défriché quand même assez récemment. Donc, on voulait aller choisir des essences d'arbres qui allaient plaire à ma belle famille. Donc, c'est un des gros facteurs qui a déterminé notre choix d'essences d'arbres. On a choisi le peuplier hybride, l'érable rouge et l'épinette blanche. Puis, on les teste individuellement en mélange de 2, puis en mélange de 3 pour éventuellement aller voir comment les espèces peuvent interagir entre elles. On a aussi installé ce qui est en pointillé jaune, c'est des clôtures électriques pour s'assurer que les vaches n'aillent pas manger nos petits arbres. On n'a pas eu d'évasion de troupeaux encore comme c'est passé ailleurs au Québec. Mais c'est quand même arrivé quelques fois cet été qu'il y avait des vaches qui se retrouvaient, quand le courant était mauvais, qu'il y avait des vaches qui, quand il y avait l'occasion, ils allaient marcher à travers les haies, puis les peupliers ont l'air de goûter bon parce qu'il y avait souvent des feuilles mangées. Pour ce qui est de l'échantillonnage sur le terrain, on est allé creuser à une profondeur de 60 cm. On est allé faire de l'échantillonnage dans chaque parcelle de paissance et à 15 cm des peupliers hybrides. Puis ensuite, on a lavé les racines avec une machine spécialisée. On a gardé une partie des échantillons de sol pour analyser seulement le sol, puis l'autre partie pour analyser seulement les racines. Donc, il fallait que les racines soient assez propres pour qu'on aille vraiment voir leur contenu. Puis, on a décidé de diviser les racines. Quand on a commencé à les laver, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une distinction entre les racines fines et les racines grossières. Donc, on a décidé d'analyser ces deux fractions-là séparément pour aller voir s'il y avait une différence de l'effet des traitements sur les différentes fractions racinales. Donc, c'est à quoi le dispositif
ressemble dans la réalité. C'est environ 30 hectares au total. Puis ça, cette photo-là a été prise quand on était en train de mettre le paillis à la base de chaque arbre en 2020. Donc, en ce qui concerne les analyses, aujourd'hui, je vous présente seulement les analyses racinaires. Celles des sols sont encore en cours d'analyse. Donc, on est allé tester la biomasse, donc la densité de biomasse racinaire, la chimie, donc la concentration en carbone et en azote des racines. Et avec ces deux données-là, on est allé quantifier les stocks de carbone et d'azote. Donc, comme je l'ai mentionné, l'implantation s'est faite en 2020. On a échantillonné avant de faire quoi que ce soit pour avoir des données de référence, puis on a échantillonné une seconde fois à l'automne 2021 pour aller voir s'il y avait des différences à court terme dans notre système. On a séparé nos racines en 2 fractions. Puis, étant donné qu'on est encore à très court terme, on a décidé pour l'instant de garder nos analyses séparées en 3 traitements. Donc oui, on veut comparer un scénario de référence à un scénario amélioré, mais on pense qu'à court terme, il n'y a pas encore d'interaction entre les haies puis le pâturage. Donc, pour aller voir ce qui se passe à court terme dans les haies, on a gardé les analyses qu'on a prélevées dans les haies à part. Donc, c'est pour ça que je vais les présenter comme ça aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la biomasse, c'est dans la fraction fine, donc 250 à 500 microns, qu'on a vraiment vu une différence plus marquée. On n'a observé aucune différence entre les 2 traitements de paissance. Donc, en bleu, on voit le système amélioré, puis en orange, le système de référence. Par contre, dans les haies agroforestières, on voit qu'à une profondeur de 10 à 20 cm, il y avait plus de racines. Puis vraiment, quand je lavais les racines, je pouvais voir dans cet horizon-là, on a lavé par profondeur. Puis quand j'arrivais à la profondeur 10 à 20 cm, je voyais vraiment des grosses racines blanches distinctives que je ne retrouvais pas dans les sols des pâturages. Donc, on peut voir que déjà après 2 ans, les racines de peuplier étaient bien implantées. Ensuite, en ce qui concerne la chimie des racines, cette fois-ci, c'est dans la fraction pour la concentration des racines en carbone, c'est dans la fraction grossière, donc plus de 500 micromètres, qu'on a vu une différence. Encore une fois, il n'y a pas de différence significative entre les traitements dans le système amélioré puis le système de référence. Par contre, on voit que dans les haies, les racines sont enrichies en carbone. Ensuite, pour la concentration en azote, on revient dans la fraction fine des racines. Encore une fois, aucune différence entre les traitements de paissance, mais dans les haies, on voit qu'il y a un enrichissement en azote plus en profondeur. Donc, finalement, pour le carbone total, dans les stocks de carbone totaux, ça suit un peu les mêmes tendances que pour la biomasse racinaire. Donc, encore une fois, aucune différence entre les traitements de paissance, mais pour ce qui est du deuxième horizon du sol, on voit que les stocks étaient plus élevés dans les haies agroforestières. Donc, c'est sûr qu'on est encore dans des résultats à très court terme, donc on n'observe aucune différence entre les 2 traitements de paissance pour l'instant. Par contre, on voit déjà qu'il y a une différence qui est observée grâce aux peupliers hybrides dans les haies. On voit qu'il y a une différence en effet plus en profondeur qu'en surface. Ça pourrait peut-être être dû au fait qu'avant d'implanter les arbres, on a fait des travaux de sol pour favoriser l'implantation des arbres. Donc, c'est sûr que la végétation qui était là initialement a été détruite. Donc, on peut penser qu'à plus long terme, une fois que la végétation va revenir à son niveau initial en surface, ça devrait se rééquilibrer. Les racines des haies étaient enrichies en carbone et en azote comparément à celles qu'on a testées en pâturage. Puis, ça s'exprime de manière plus ou moins importante selon certaines profondeurs et certaines fractions racinaires. Donc, même si c'était un travail supplémentaire à faire de trier les racines en 2 fractions, je suis quand même contente qu'on ait choisi de le faire parce qu'il y aurait certains résultats qui auraient été dilués, qu'on n'aurait peut-être pas constaté autant de choses. Puis, ça va être intéressant aussi d'aller voir dans l'analyse des résultats, le rôle des racines fines et des racines grossières n'est pas nécessairement le même. Fait que comment ils vont être affectés va peut-être pouvoir nous donner des pistes de réflexion sur l'impact des pratiques qu'on teste.
Donc, il y a plusieurs autres analyses qui sont à venir. Je suis en ce moment en train de faire mon passage au doctorat, donc normalement, si tout se passe comme je prévois, je devrais commencer mon doctorat cet hiver. Il y a aussi une étudiante à la maîtrise qui a commencé sur ce projet-là cet automne, donc il y a tellement de choses à mesurer que je suis contente qu'on reçoive un peu d'aide. Je vois le potentiel. Il y aurait vraiment des tonnes de projets qui pourraient être faits au sein de ce système-là. La beauté de l'agroforesterie, c'est que c'est des projets à long terme, donc on veut continuer à mesurer ce qui va se passer, par exemple avec l'interaction des différentes essences qu'on teste dans nos haies, on peut tester ça à long terme. Puis, je souligne encore une fois qu'on est chanceux de pouvoir tester ça en conditions d'élevage réel. Ça amène des défis de travailler avec des animaux puis de devoir prendre soin d'eux pendant tout l'été, mais c'est vraiment, je pense, la meilleure manière d'aller chercher des résultats concrets dans notre contexte qui vont être éventuellement réplicables puis avec lesquels on va pouvoir répandre l'agroforesterie le plus possible. Donc, merci à mon directeur, mes co-directeurs, la firme La Fontaine Noël, puis cet organisme subventionnaire.